Située dans la région de l'Attique en Grèce, l'ancienne Athènes fut l'une des villes les plus influentes et les plus remarquables de toute l'histoire de la civilisation occidentale. Datant de plusieurs milliers d'années, Athènes prospéra pendant la période classique de la Grèce antique, excellant en tant que centre de culture, de politique, de philosophie et d'art. Les débuts d'Athènes remontent à l'âge du bronze, bien que les informations disponibles sur cette période précoce soient souvent basées sur des légendes et des mythes, ce qui rend difficile de distinguer pleinement la réalité historique. Dans la mythologie grecque, un demi-dieu mi-homme, mi-serpent appelé Cécrops surgit de la terre. Il est considéré comme le premier roi d'Athènes et est souvent associé à la mise en place des éléments clés de la civilisation tels que l'agriculture, la religion et l'organisation sociale. Érectée, qui succéda à Cécrops en tant que roi, est un autre personnage mythique associé aux origines d'Athènes. La légende la plus connue liée à Érectée concerne le conflit entre la déesse Athéna et Poséidon au sujet du patronage de la ville. Ne voulant pas laisser les dieux se fâcher et se venger, Cécrops pensait qu'il serait plus juste de laisser le peuple voter. Les hommes qui pêchaient en mer votèrent pour Poséidon, qui les aiderait dans leur métier. En revanche, les femmes, qui vivaient du travail de la terre, votèrent pour Athéna. Comme il y avait plus de femmes que d'hommes, Athéna l'emporta et la ville fut nommée d'après elle. Selon certaines versions du mythe, Érectée est l'un des fils d'Athéna. Il existe des variantes dans l'histoire de sa naissance, mais l'une d'entre elles implique qu'Athéna donna naissance à Érectée après avoir ravalé une graine d'olive. La construction du temple Érectéion sur l'acropole d'Athènes lui étant dédiée ainsi qu'à d'autres divinités importantes telles que Poséidon et Héphaïstos seraient liées à Érectée. Athènes fut colonisée pendant la période mycénienne, qui dura de 1600 à 1100 avant Jésus-Christ, comme en témoignent les fortifications et les palais de l'acropole. Mais l'effondrement de la civilisation mycénienne entraîna une période de déclin et d'obscurité à Athènes pendant ce que l'on appelle l'âge des ténèbres grecques. La ville refit surface pendant la période archaïque entre 800 et 480 avant Jésus-Christ, témoignant de l'application des lois par le législateur athénien Draco et des réformes plus profondes de l'homme d'État Solon. Clisthène était un homme politique grec archaïque qui prolongea l'œuvre de Solon à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ et joua un rôle déterminant dans l'évolution politique d'Athènes. Clisthène est souvent considéré comme le père de la démocratie athénienne pour ses réformes, notamment l'établissement d'une assemblée populaire et la redistribution territoriale. Athènes connut son apogée au 5e siècle avant Jésus-Christ, sous la direction de Périclès, une époque de grande prospérité et de développement culturel. La société et la culture athénienne de la Grèce antique exercèrent une influence durable sur la civilisation occidentale. Au cours de différentes périodes, telles que l'archaïque, le classique et l'hellénistique, la société athénienne subit plusieurs transformations. La société athénienne était divisée en différentes classes, dont les citoyens, les résidents étrangers et les esclaves. Les citoyens masculins jouissaient de droits politiques et participaient au vote sur les questions importantes au sein de l'Assemblée. La citoyenneté était limitée aux hommes adultes nés de parents athéniens, à l'exclusion des femmes, des étrangers et des esclaves. Athènes fut le berceau de la philosophie grecque, avec des philosophes de renom tels que Socrate, Platon et Aristote. Ils étudièrent les questions éthiques, politiques et métaphysiques, exerçant une influence considérable sur la pensée occidentale. À Athènes, l'éducation était principalement destinée aux citoyens masculins. Les enfants étaient instruits à la maison jusqu'à l'âge de 6 ans, après quoi ils allaient à l'école publique. L'Athènes classique était connue pour ses remarquables réalisations artistiques, en particulier sous le règne de Périclès. La construction de l'acropole, y compris le Parthénon, est un exemple exceptionnel de l'architecture grecque classique. Athènes était également un foyer intellectuel avec des percées notables en mathématiques, en astronomie et en médecine. La société athénienne était dynamique et se distinguait par une remarquable appréciation des arts et de la philosophie. Le théâtre jouait un rôle central dans la culture athénienne avec des festivals de théâtre tels que la Dionysia. Des dramaturges tels qu'Échille, Sophocle et Euripide écrivirent des pièces qui exploraient des thèmes mythologiques et des questions éthiques. La littérature grecque antique fleurissait à Athènes avec des épopées telles que l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Athènes, l'une des principales cités-états de la Grèce antique, fut impliquée dans plusieurs guerres tout au long de son histoire. La puissance militaire d'Athènes durant son âge d'or, au 5e siècle avant Jésus-Christ, était tout à fait remarquable, et elle joua un rôle important dans les guerres gréco-persanes de la guerre du Péloponnèse. Elle construisit de longues murailles, connues sous le nom de murs de Thémistocle, reliant la ville au port du Pirée.
Cela permit à Athènes de conserver l'accès à la mer, même en situation de siège. L'infanterie légère athénienne, composée principalement de citoyens soldats, était bien entraînée et utilisait des lances et des boucliers. Athènes comptait également des hoplites, des fantassins lourds qui constituaient l'épine dorsale de l'armée. Ils étaient équipés de lances, de boucliers, de cuirasses, de casques et d'une épée pour le combat rapproché. Athènes réussit à se doter d'une remarquable marine composée de trirèmes, des navires de guerre rapides et maniables. Des stratèges exceptionnels, tels que Thémistocle, jouèrent un rôle crucial dans le développement et le commandement de la marine athénienne. La maîtrise des mers par les Athéniens leur procurait des avantages économiques et stratégiques car ils contrôlaient les routes commerciales et exerçaient une influence considérable au sein de la Ligue délienne. Athènes joua un rôle clé dans les guerres gréco-persanes, une série de conflits entre les cités-États grecs et l'Empire perse, menés par Darius Ier puis par son fils Xerxès Ier. Les guerres gréco-persanes comportaient deux campagnes principales. La première guerre gréco-persane, qui dura de 492 à 490 avant Jésus-Christ, et la deuxième guerre gréco-persane, qui se déroula de 480 à 479 avant Jésus-Christ. Sous la direction du stratège Miltiadès, les Athéniens remportèrent une victoire décisive sur les Perses à la bataille de Marathon, lors de la première guerre gréco-persane en septembre 490 avant Jésus-Christ, dans une plaine à l'est d'Athènes. Selon la légende, un messager athénien nommé Péipidès courut 42 km jusqu'à Athènes pour proclamer la victoire avant de mourir d'épuisement. L'effort massif de Péidipidès fut à l'origine de la course de Marathon qui a lieu aujourd'hui dans de nombreux pays. Xerxès Ier, successeur de Darius, envahit massivement la Grèce, ce qui déclencha la deuxième guerre gréco-persane. La flotte athénienne, dirigée par Thémistocle, remporta une victoire décisive lors de la bataille navale de Salamine. Ce succès consolida la réputation des Athéniens en tant que puissance navale et ouvrit la voie au développement de la Ligue délienne. Les forces grecques, y compris les Athéniens, remportèrent la bataille de Platée et la bataille de Mycale en 479 avant Jésus-Christ, consolidant ainsi la résistance grecque contre les Perses. La participation athénienne aux guerres gréco-persanes fut un moment crucial de l'histoire grecque, avec des événements qui eurent un impact durable sur l'identité et le développement des cités-États grecques. Les tensions croissantes entre Athènes et Sparte apparurent après les guerres gréco-perses, notamment en raison de l'augmentation de la puissance navale et de la Ligue de Délie dirigée par Athènes. Les querelles de territoire et d'intérêts régionaux augmentèrent les hostilités entre les deux puissances. Sparte dirigeait la Ligue du Péloponnèse, une coalition de cités-États du Péloponnèse, tandis qu'Athènes dirigeait la Ligue délienne, une alliance navale formée pour résister à la menace perse. La guerre éclata lorsque Sparte déclara la guerre à Athènes, ouvrant la voie à un conflit de longue haleine. Athènes misait sur sa puissante marine, tandis que Sparte s'appuyait sur son impressionnante infanterie de terre. Une épidémie frappa Athènes, causant une grande dévastation et entraînant la mort du dirigeant athénien Périclès. Athènes et Sparte durent faire face à des soulèvements internes et à des dissensions au cours du conflit. Entre 431 et 421 avant Jésus-Christ, la guerre d'Archidamie fut une des premières phases de la guerre du Péloponnèse, un conflit entre les cités-États d'Athènes et de Sparte, ainsi que leurs coalitions respectives. Cette phase de la guerre fut nommée d'après le roi spartiate Archidamus II qui dirigea Sparte pendant cette période. La tactique d'Athènes consistait à éviter un affrontement frontal avec la puissante armée spartiate et à s'appuyer sur sa flotte, tandis que les murs protégeaient la ville d'un siège terrestre. Cette phase fut marquée par plusieurs années d'affrontements et d'escarmouches limitées, mais pas de grandes batailles décisives. La guerre prolongée entraîna une dévastation économique et sociale pour les deux villes et leurs alliances. La bataille d'Égospotamie, qui se déroula en 405 avant Jésus-Christ, fut l'un des derniers événements de la guerre du Péloponnèse et joua un rôle crucial dans l'issue du conflit. Après une série d'événements défavorables à Athènes, dont la désastreuse expédition en Sicile en 415 avant Jésus-Christ, la guerre navale et terrestre se poursuivit avec un avantage pour Sparte. La flotte athénienne, dirigée par Alcibiade, subit des pertes importantes et la puissance navale d'Athènes fut ébranlée. Désormais, sous le commandement de Conon, la flotte athénienne jeta l'ancre près d'Égospotamie, sur la côte Thrace. Le commandant spartiate Lysandre mena un audacieux raid nocturne. La flotte athénienne fut prise au dépourvu et ne put résister en raison de son manque de préparation et de son infériorité numérique. De nombreux navires athéniens furent capturés ou détruits, et la plupart des trirèmes athéniennes restantes furent saisies ou brûlées. La défaite d'Égospotamie laissa Athènes pratiquement sans flotte navale. Ce fut un coup décisif car Athènes comptait beaucoup sur sa marine pour conserver l'avantage dans la guerre. Isolée et affaiblie, Athènes dut renoncer à ses ressources et à sa capacité militaire pour poursuivre sa résistance. L'année suivante, en 404 avant Jésus-Christ, Athènes se résigna, mettant fin à la guerre du Péloponnèse.
Athènes, affaiblie et affamée, fut obligée d'accepter de dures conditions de reddition, ce qui entraîna la fin de la Ligue délienne, le démantèlement de ses longues murailles et la perte de ses colonies. La période hellénistique débuta après la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ et dura approximativement les 3 siècles suivants. Athènes, autrefois une puissante cité-État grecque, subit d'importants changements dans sa position politique, économique et culturelle au cours de cette période. Après la mort d'Alexandre, ses généraux, connus sous le nom de diadoques, divisèrent son empire en royaumes indépendants. Athènes passa sous la domination du royaume des Antigonides. Cassandre, l'un des diadoques, exerça son autorité sur Athènes pendant un certain temps, ce qui conduisit à une période de domination macédonienne. Il reconstruisit une partie des murs d'Athènes qui avaient été démolis, mais la ville ne retrouvera pas complètement sa gloire d'antan. Athènes passa sous domination romaine à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ après la défaite de la Macédoine lors de la Troisième guerre macédonienne. Athènes fit alors partie de la province romaine d'Achaïe et devint par la suite une colonie romaine. Contrairement à de nombreuses autres villes conquises, Rome respecta l'héritage culturel et intellectuel d'Athènes. De nombreux monuments et bâtiments de la ville ont été préservés. La ville resta un centre intellectuel. Des philosophes tels qu'Antiochus d'Athènes et des écoles philosophiques telles que l'Académie platonicienne continuèrent à fonctionner. L'empereur romain Hadrien, qui tenait la culture grecque en haute estime, construisit la bibliothèque d'Hadrien à Athènes, contribuant ainsi à la préservation et à l'avancement des connaissances. Le philanthrope romain Hérode Atticus finança la restauration et la construction de plusieurs bâtiments à Athènes, dont l'Odéon d'Hérode Atticus. Après l'éclatement de l'Empire romain, Athènes passa sous la domination de l'Empire byzantin, caractérisé par une forte influence chrétienne orthodoxe. Plusieurs églises byzantines furent construites à Athènes, présentant des éléments architecturaux et artistiques propres à la tradition byzantine, tels que des fresques et des mosaïques. Athènes connut des changements démographiques au cours des siècles, avec une diminution de la population par rapport à son ampleur passée. Le déclin économique affecta également la ville, avec un déclin de son rôle en tant que centre commercial. La ville fut confrontée à des défis, notamment les invasions et le pillage par des envahisseurs barbares et des pirates. L'héritage de l'Athènes antique est vaste et durable. Les sites archéologiques d'Athènes, dont l'Acropole, sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui souligne son importance mondiale. Son influence se fait encore sentir dans de nombreuses disciplines et formes de gouvernement à travers le monde, faisant d'Athènes l'un des piliers fondamentaux de la culture occidentale. La ville grecque de Massalia, aujourd'hui connue sous le nom de Marseille, est l'une des plus anciennes villes de France et jouit d'une histoire unique et fascinante qui remonte à l'Antiquité. Fondée par des colons audacieux, Massalia était un centre commercial et prospère et a joué un rôle clé dans les échanges culturels entre le monde grec et les lointaines terres ibériques et gauloises. Massalia fut fondée par des colons grecs vers 600 avant Jésus-Christ. L'histoire de sa fondation est liée à la ville de Phocée, une cité grecque située dans la région d'Asie mineure de l'actuelle Turquie. Vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, Phocée fut confrontée à des problèmes politiques et à l'instabilité, ce qui poussa certains de ses citoyens à chercher de nouvelles opportunités dans des pays lointains. Un groupe de ces colons, dirigé par un homme appelé Protis, navigua à travers la Méditerranée jusqu'à ce qu'il atteigne la côte de la France actuelle. Ils trouvèrent finalement un emplacement favorable près de l'embouchure du Rhône, offrant un accès au commerce maritime et terrestre. Ce point d'observation fut choisi pour établir une nouvelle colonie grecque connue sous le nom de Massalia. Selon la tradition, Protis fut chaleureusement accueilli par les villageois avec à leur tête la princesse grecque Gyptis. Selon la légende, elle fut impressionnée par Protis et en signe d'hospitalité et d'alliance, le choisit comme époux, symbolisant ainsi l'union entre les colons grecs et les habitants du village. Cette union entre Protis et Gyptis est souvent considérée comme le mythe fondateur de Massalia. La fondation de Massalia est une entreprise typique des cités-États grecs de l'époque qui cherchaient à étendre leur influence par la colonisation. Les colons grecs n'ont pas seulement fondé une ville, ils ont aussi apporté avec eux leur culture, leur langue et leurs traditions, construisant ainsi une nouvelle communauté qui reflétait leurs origines grecques. Massalia prospéra au fil du temps en tant qu'important comptoir commercial de la Méditerranée occidentale, établissant des relations commerciales avec d'autres villes grecques ainsi qu'avec les communautés indigènes de la région. Sa fondation marqua le début d'une histoire longue et variée qui façonna la ville et son influence au fil des siècles. On dit que Massalia était parée de temples, de théâtres et d'autres bâtiments publics typiques de l'architecture grecque antique. Bien qu'il n'en reste que peu de traces physiques aujourd'hui, on peut raisonnablement supposer que la ville partageait de nombreux styles et techniques architecturales
architecturaux communs à d'autres villes grecques. La religion était au cœur de la vie des Grecs de l'Antiquité et Massalia ne faisait pas exception à la règle. Des temples consacrés à des divinités grecques telles que Zeus, Athéna et Apollon ont probablement parsemé le paysage de la ville et des festivals religieux ont été organisés régulièrement. L'économie de Massalia était essentiellement maritime et la ville était connue pour ses exportations de produits tels que le vin, l'huile d'olive et les céramiques. Les marchands et négociants étrangers contribuèrent à la diversité économique de la ville. À Massalia, le commerce n'était pas seulement un échange de marchandises, mais aussi une interaction culturelle. Des marchands et des voyageurs d'origines ethniques et culturelles différentes enrichirent la ville et contribuèrent à sa diversité. Massalia intégra les influences culturelles des différentes régions méditerranéennes, absorbant des éléments d'art, d'architecture, de cuisine et de langues étrangères. Sa richesse et son influence commerciale en ont fait une ville intéressante pour d'autres puissances régionales, telles que Carthage et Rome, qui cherchaient à contrôler le commerce en Méditerranée occidentale. L'histoire de Massalia, comme celle de nombreuses cités antiques, fut marquée par une série de conflits, de guerres et d'alliances militaires, tant avec d'autres cités grecques qu'avec des puissances étrangères. Massalia fut confrontée à des défis militaires de plus en plus importants de la part des tribus celtes et ligures qui habitaient la région de la Gaule. Ces peuples indigènes menaient souvent des raids contre la cité grecque, parfois en collaboration avec d'autres puissances telles que les tribus ibériques qui habitaient l'Espagne et le Portugal actuel. À certains moments de son histoire, Massalia demanda la protection de Rome contre les menaces extérieures, notamment lors des affrontements avec Carthage pendant les guerres puniques. Cette alliance stratégique avec Rome renforça l'emprise de Massalia sur la Méditerranée occidentale et contribua à garantir son indépendance et sa sécurité. L'influence romaine à Massalia eut un impact majeur sur l'histoire et le développement de la ville au fil du temps. La ville fut progressivement absorbée par l'Empire romain au cours des 1er et 2e siècles avant Jésus-Christ, alors que Rome étendait son influence sur la Méditerranée occidentale. La ville fit partie de la province romaine de Gaule transalpine qui englobait une grande partie de la France actuelle. En rejoignant l'Empire romain, Massalia connut un processus de romanisation, au cours duquel des aspects de la culture, de la langue et des institutions romaines furent adoptés par la population locale. L'architecture et les coutumes romaines furent introduites dans la ville, s'ajoutant à l'héritage grec existant. Les Romains passèrent du temps à améliorer l'infrastructure de Massalia, construisant des routes, des aqueducs et d'autres projets d'ingénierie pour améliorer la connectivité et le niveau de vie de la ville. Avec le déclin de l'Empire romain au 5e siècle après Jésus-Christ, Massalia traversa une période difficile de turbulences et de changements, le contrôle de la région changeant de main et la ville étant confrontée à des défis politiques et sociaux. Comme de nombreuses villes romaines, Massalia subit les raids de tribus barbares telles que les Wisigoths, les Ostrogoths et les Francs, qui provoquèrent la destruction et le chaos dans la région. Massalia fut intégrée au royaume de Provence qui faisait partie de l'Empire carolingien au début de la période médiévale sous le règne de Charlemagne et de ses successeurs. Cette époque apporta une certaine stabilité politique et une renaissance progressive de la ville qui retrouva peu à peu son rôle de centre d'apprentissage et d'échange intellectuel, attirant des savants et des artistes de renom. De nombreuses caractéristiques architecturales et urbaines de l'ancienne Massalia, telles que les rues sinueuses et les murs de défense, sont encore visibles dans certains quartiers de la vieille ville de Marseille, connue sous le nom de Le Panier. Le riche héritage culturel grec de Massalia reste vivant dans la Marseille moderne grâce à des festivals, des fêtes et des événements célébrant l'histoire et l'influence grecque dans la ville, témoignant de l'influence durable que la ville grecque a eue sur la région et l'histoire de l'Occident. Sparte était l'une des principales cités-États de la Grèce antique, connue pour sa société fortement militarisée, sa discipline sévère et son mode de vie unique. Elle prit part à des événements cruciaux de l'histoire grecque, tels que les guerres médiques et la guerre du Péloponnèse, se distinguant comme un exemple singulier d'une société façonnée par des valeurs militaires et une discipline sévère. La fondation de Sparte est entourée de légendes et de mythes, et les événements exacts qui ont conduit à sa création sont difficiles à cerner. La tradition spartiate attribuait la fondation de la ville aux Lélèges, une tribu prédorienne qui habitait la région. L'influence dorienne joua cependant un rôle prépondérant dans la formation de la société spartiate. La légende la plus connue sur la fondation de Sparte est basée sur les frères jumeaux Castor et Pollux de la mythologie grecque. L'histoire raconte que Léda, l'épouse du roi spartiate Pindare, fut séduite par Zeus. Déguisée en cygne, elle donna naissance aux jumeaux Castor et Pollux ainsi qu'à Hélène qui épousa Ménélas, lequel monta sur le trône de Sparte et qui, selon l'Iliade, fut un personnage central de la célèbre guerre de Troie. Ces développements mythologiques donnèrent naissance à la dynastie des Agiades, dont on dit qu'elle descend d'Eurysthenes, fils d'Aristomaque, lui-même descendant d'Hercule.
Les Agiades et les Eurypontides étaient les deux dynasties royales de Sparte, toutes deux tirant leurs origines mythologiques des héros et des dieux grecs. La tradition historique suggère que les Doriens, une tribu indo-européenne, effectuèrent des raids dans le Péloponnèse et dans la région qui allait devenir Sparte vers le XIe siècle avant Jésus-Christ. Cette incursion joua un rôle dans la formation de la société spartiate, connue pour son organisation militaire, son système politique distinctif et ses institutions sociales. Sparte était connue pour son organisation militaire, sa discipline rigoureuse et son système politique unique. Les citoyens spartiates, également connus sous le nom d'homoioi, qui signifie en grec ancien égaux entre eux, formaient l'élite militaire et politique de Sparte. Pour être considéré comme un citoyen spartiate, il fallait être issu d'une famille spartiate légitime. La pureté de la lignée et le maintien de l'ascendance spartiate étaient essentiels. Les Ilotes constituaient une classe sociale dans la société spartiate, formant la principale main-d'œuvre agricole et servile. La position des Ilotes était celle de la servitude et ils jouaient un rôle vital dans le maintien de l'économie et du mode de vie spartiate. Les Ilotes descendaient des populations locales qui vivaient dans les régions de Laconie et de Messénie, conquises par Sparte. À la suite des guerres de Messénie, au 8e siècle avant Jésus-Christ, de nombreux habitants de ces régions furent contraints de devenir les Ilotes. Leur tâche principale consistait à effectuer des travaux agricoles sur les terres des citoyens spartiates. Ils cultivaient les champs, élevaient le bétail et fournissaient les produits nécessaires au maintien de la société militaire spartiate. Les Ilotes n'avaient pas les mêmes droits et le même statut que les citoyens spartiates. Ils étaient considérés comme une propriété de l'État et étaient contraints de remettre une partie de leur production aux Spartiates. Pour éviter tout soulèvement, les Helvètes furent soumis à un contrôle strict. Ils vivaient dans des conditions difficiles et étaient soumis à des châtiments extrêmes en cas de désobéissance ou de tentative d'évasion. Sparte mit en place une institution appelée Cryptie, dans laquelle de jeunes Spartiates étaient chargés d'espionner et de contrôler les Ilotes. Cette mesure avait pour but d'éviter toute rébellion ou insurrection. À certaines occasions, les Ilotes se rebellèrent même contre la domination spartiate. La révolte des Ilotes pendant la guerre du Péloponnèse, au 5e siècle avant Jésus-Christ, en est un excellent exemple. L'historien grec Thucydide relata cet événement dans son ouvrage Histoire de la guerre du Péloponnèse. Selon lui, les Ilotes se révoltèrent en Messénie, une région contrôlée par Sparte. Ils réussirent à occuper la ville d'Itomée, qui devint un bastion rebelle. Les Helvètes furent finalement vaincus par les Spartiates et Itomée fut capturé après un long siège. Le sort réservé aux Ilotes après la révolte n'est pas tout à fait clair, mais il est probable que nombre d'entre eux furent à nouveau réduits au statut de serfs, soumis à des mesures de contrôle spartiate plus sévères. L'architecture spartiate reflétait le mode de vie austère de la société. Les bâtiments étaient relativement simples par rapport à d'autres cités-états grecs telles qu'Athènes. Sparte possédait une agora, une place publique qui était le centre de la vie sociale et commerciale. La vie à Sparte était marquée par l'austérité. Les Spartiates étaient invités à éviter les dépenses et à se concentrer sur les aspects pratiques de la vie. Les femmes spartiates jouissaient d'une plus grande liberté et d'un meilleur statut que les autres cités-états grecs. Elles étaient encouragées à pratiquer le sport et l'exercice physique pour s'assurer qu'elles pouvaient se défendre et devenir des mères saines et fortes pour les futurs soldats spartiates. La ville de Sparte était dirigée simultanément par deux rois, une forme de gouvernement connue sous le nom de diarchie. Les dirigeants étaient des militaires, mais leur pouvoir était limité par des institutions politiques. Par exemple, la Gerousia était un conseil d'anciens composé de 28 membres à vie âgés de plus de 60 ans. La Gerousia participait à la prise de décision politique et était chargée d'approuver ou d'opposer son veto aux propositions de l'Assemblée. Les Éphores étaient des dirigeants qui partageaient le pouvoir avec les rois spartiates. 5 Éphores étaient élus chaque année par l'Assemblée spartiate. Ils supervisaient les rois, influençaient les décisions des Gerousiens et d'une manière générale, veillaient à l'application des lois. L'Ecclésia était composée des citoyens spartiates, mais son pouvoir était limité par rapport aux autres cités-états grecs. L'Assemblée était chargée d'approuver ou de rejeter les propositions de la Gerousia et des Éphores. Sparte accordait une grande importance à la stabilité sociale et politique. Les lois spartiates étaient strictes et la priorité absolue était de maintenir l'ordre et la cohésion dans la société. Le gouvernement spartiate consistait à maintenir la discipline militaire, à éviter tout changement radical de la structure sociale et à assurer la stabilité de l'État. Le militarisme était un trait essentiel de la société et de l'État spartiate, l'une des principales raisons de la notoriété de la cité-État dans la Grèce antique. Le système militaire spartiate était fortement organisé et axé sur la création d'une force de combat efficace et disciplinée.
Le système d'éducation et d'entraînement militaire spartiate, connu sous le nom d'agogé, commençait dès l'enfance et était conçu pour transformer les jeunes hommes en soldats disciplinés. Il comprenait un entraînement physique intense, des techniques de combat, de l'endurance, de la chasse, de la survie et des compétitions athlétiques. L'armée spartiate était principalement composée d'hoplites, l'infanterie lourde grecque. Ils utilisaient des lances, des boucliers et des armures et formaient des phalanges très disciplinées. Contrairement aux autres cités-États grecs où le service militaire était souvent réservé à la classe supérieure, tous les citoyens spartiates étaient des soldats. Cela leur donnait un sentiment d'égalité. Parmi les hoplites, il existait une élite connue sous le nom d'Hypéis, qui servait de garde personnelle au roi spartiate. Ils étaient sélectionnés en fonction de leurs performances exceptionnelles et leurs aptitudes militaires. Tout au long de son histoire, Sparte fut impliquée dans plusieurs guerres et conflits, se distinguant par ses compétences militaires et sa position de leader au sein de la Ligue du Péloponnèse. Elle joua un rôle actif dans les guerres gréco-persanes. En particulier, le roi spartiate Léonidas dirigea la défense grecque lors de la bataille des Thermopyles en 480 avant Jésus-Christ, au cours de laquelle un petit contingent grec, composé de 300 Spartiates, résista courageusement aux forces perses de Xerxès. La guerre du Péloponnèse fut un long conflit entre Athènes et la Ligue du Péloponnèse, dirigée par Sparte et ses alliés qui cherchaient à limiter l'influence croissante d'Athènes. Le conflit se déroula en plusieurs étapes, Sparte remportant d'abord des succès, puis subissant des revers, notamment après la bataille de Sphactérie et le soulèvement des Héliotes. Ce fut un tournant dans l'histoire militaire spartiate. L'armée thébaine d'Épaminondas infligea une importante défaite à Sparte. En 371 avant Jésus-Christ, la bataille de Leuctrès marqua le déclin de la puissance militaire spartiate et la montée en puissance de Thèbes en Grèce. L'effondrement de Sparte fut un processus progressif qui dura plusieurs siècles et fut influencé par un certain nombre de facteurs, notamment des événements militaires, des changements sociaux et des transformations politiques dans la Grèce antique. La Ligue du Péloponnèse, dirigée par Sparte, perdit progressivement son influence politique en Grèce après la guerre du Péloponnèse. Athènes et Thèbes devinrent alors des puissances dominantes. Ce manque de participation active aux événements politiques importants contribua à la chute de Sparte en tant que force politique significative. Le tissu social spartiate rigide commença à montrer des signes d'effritement. L'accent mis sur la discipline militaire et la pénurie de terre pour les citoyens spartiates entraînèrent des troubles intérieurs. Les guerres civiles et les luttes intestines contribuèrent à l'éclatement de la société spartiate. Après la conquête d'Alexandre le Grand et la montée en puissance de l'Empire macédonien, Sparte perd son autonomie politique. L'intégration à la République romaine qui s'ensuivit consolida le déclin politique et militaire de Sparte. Contrairement aux autres cités-États grecs, Sparte n'accordait pas beaucoup d'importance à la culture intellectuelle et artistique. Ce manque de diversification économique et culturelle entraîna son développement à long terme. L'héritage durable de Sparte reste non seulement une leçon de détermination et de discipline militaire, mais aussi un rappel des dangers d'une rigidité excessive face à un changement inévitable. Avec toute sa singularité, l'ancienne Sparte continue de fasciner les chercheurs et les passionnés d'histoire du monde entier. La cité grecque antique de Thèbes était l'une des cités-États les plus influentes et les plus importantes de la Grèce antique. Elle s'est imposée comme une puissance militaire et politique, s'opposant à l'emprise de Sparte et laissant un héritage grâce à des chefs tels qu'Épaminondas et Pélopidas. Outre son rôle militaire, Thèbes était un foyer culturel dynamique qui a vu naître des personnalités telles que le poète lyrique Pindare et le philosophe Plutarque. Les origines de Thèbes remontent à la préhistoire, les vestiges archéologiques indiquant que la région était habitée depuis le néolithique. Elle se trouve dans la région de la Béotie, en Grèce centrale, et sa position stratégique entre le mont Kitaïron et le mont Parnasse contribua à lui conférer une importance historique. Entre 1600 et 1100 avant Jésus-Christ, Thèbes était déjà une ville importante et prospère à l'époque mycénienne. Elle est mentionnée dans la littérature grecque ancienne, notamment dans l'Iliade d'Homère, qui la décrit comme l'une des principales villes de Grèce et comme une alliée de Mycène lors de la guerre de Troie. Dans la mythologie grecque, Thèbes est souvent présente dans les épopées et dans les légendes, comme le mythe d'Oedipe, qui joua un rôle essentiel dans la culture grecque et l'identité de la ville. Pendant la période classique, Thèbes s'est épanouie, rivalisant avec d'autres cités-États grecs telles qu'Athènes et Sparte pour la suprématie régionale. Son apogée remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ, notamment sous les mandats d'Épaminondas et de Pélopidas. Sous leur direction, Thèbes se hissa au rang de grande puissance militaire et politique de la Grèce, défiant la domination de Sparte.
À l'instar des autres cités-États grecs, la citoyenneté de Thèbes était réservée aux hommes libres nés dans la ville. Ils avaient des droits politiques et participaient à la démocratie directe. Cependant, à certaines périodes, la ville expérimenta d'autres formes de gouvernement. La religion était au cœur de la vie thébaine, avec le culte de divinités telles que Dionysos, dieu du vin et de la fertilité, et Apollon, dieu des arts, de la musique et de la prophétie. Thèbes était également réputée pour son culte dionysiaque, qui comprenait des festivals et des rituels. Thèbes contribua au développement de la littérature grecque avec des noms tels que Pindare, l'un des plus grands poètes lyriques de la Grèce antique, qui naquit dans la ville. Des philosophes comme Plutarque, écrivains et biographes prolifiques, étaient également affiliés à Thèbes. L'éducation était très appréciée et comprenait des cours de littérature, de musique, de philosophie et de gymnastique. La ville était réputée pour ses pédagogues et ses académies, où les jeunes nobles étaient formés aux arts et aux lettres. Thèbes était réputée pour sa force militaire, en particulier à l'époque où Épaminondas et Pélopidas dirigeaient la ville. La légendaire phalange thébaine, une formation militaire innovante, fut mise au point à cette époque et joua un rôle crucial dans les succès des batailles thébaines. L'économie de Thèbes dans la Grèce antique était marquée par le commerce. En tant que cité-État située dans une région fertile de la Phénicie, elle avait accès à d'abondantes ressources agricoles, notamment des céréales, du vin, de l'huile d'olive, des fruits et des légumes. Ces produits étaient échangés au sein même de la ville et exportés vers d'autres régions. Thèbes possédait également une industrie artisanale prospère, les artisans fabriquaient un assortiment d'articles tels que des céramiques, des textiles, des métaux et des objets de luxe. Ces produits étaient échangés localement et exportés vers d'autres villes grecques et à l'étranger. Bien que Thèbes ne soit pas une ville portuaire, elle était suffisamment proche du golfe de Corinthe pour profiter du commerce maritime. Pendant la majeure partie de l'histoire de Thèbes, le système commercial était principalement basé sur l'échange de biens et de services plutôt que sur l'utilisation de la monnaie. Les pièces d'argent, comme la drachme, étaient toutefois utilisées dans les transactions commerciales, en particulier dans les affaires plus complexes et internationales. Outre les pièces de monnaie, les systèmes de crédit et d'endettement jouèrent un rôle clé dans le commerce de Thèbes. Les marchands s'accordaient souvent des crédits, ce qui facilitait le commerce à longue distance et permettait de tisser des liens commerciaux durables. Au fil des siècles, Thèbes connut une histoire tumultueuse faite de conflits, de guerres et d'alliances militaires, notamment pendant la période classique de la Grèce antique. De 431 à 404 avant Jésus-Christ, la guerre du Péloponnèse a vu Thèbes et Sparte s'affronter dans des camps opposés, Thèbes soutenant Athènes contre Sparte. Après la défaite d'Athènes, Thèbes se retrouva en conflit direct avec Sparte. La bataille de Leuctre, qui se déroula en 371 avant Jésus-Christ, fut l'une des plus importantes de l'histoire de Thèbes. Sous la direction d'Épaminondas, l'armée thébaine vainquit les troupes spartiates lors d'une bataille décisive, brisant la domination militaire de Sparte et faisant de Thèbes une puissance grecque dominante. À la suite de la bataille de Leuctre, Thèbes entreprit une série de campagnes militaires pour étendre son influence en Grèce centrale et dans le Péloponnèse. Épaminondas mena ces campagnes, forgeant des alliances avec d'autres cités et affrontant Sparte à plusieurs reprises. Thèbes participa à la guerre sacrée de la Ligue amphictyonique vers la fin du IVe siècle, entre 356 et 346 avant Jésus-Christ. Cette coalition de plusieurs cités-États grecs fut principalement menée par la Ligue amphictyonique de Delphes contre la cité de Phocide. Le conflit éclata lorsque la Ligue amphictyonique infligea une amende à Phocis pour avoir cultivé des terres sacrées appartenant au sanctuaire de Delphes. En réaction, les Phocéens de Philomèle décidèrent de s'emparer du sanctuaire et utilisèrent les trésors du temple pour financer une armée de mercenaires. Thèbes et la Thessalie réagirent les premières en formant une coalition contre eux. La guerre évolua rapidement et plusieurs États grecs se joignirent à l'affrontement. Le roi Philippe II de Macédoine y vit une occasion d'étendre son influence en Grèce centrale. En 352 avant Jésus-Christ, Philippe intervint dans la guerre en battant les Phocéens à la bataille de Crossusfield et en prenant le contrôle de la Thessalie. Son intervention fut déterminante pour mettre fin au conflit. À la mort d'Alexandre le Grand et à la division de son empire, Thèbes forma une alliance avec le royaume de Pergame dans la lutte contre Antipater et Cassandre, les généraux qui gouvernaient la Macédoine. L'alliance avec Pergame s'inscrit dans le cadre des stratégies de survie et de résistance des cités-États grecs face aux forces des grands royaumes hellénistiques tels que la Macédoine et l'Empire séleucide. Ces conflits, ces guerres et ces alliances militaires furent déterminantes dans l'histoire de Thèbes et façonnèrent sa position politique et militaire dans la Grèce antique.
La ville se retrouva souvent prise dans des luttes pour le pouvoir et l'influence régionale, et son habileté à manœuvrer dans ces situations détermina son succès et sa réputation au cours des siècles. Le déclin de la Thèbes grecque antique peut être attribué à plusieurs facteurs qui affectèrent sa position politique, militaire et économique au fil du temps. Thèbes connut des périodes d'instabilité politique interne, avec des luttes de pouvoir entre les différents partis politiques et des rivalités entre les familles aristocratiques. Cette instabilité affaiblit la cohésion interne de la ville et sa capacité à se comporter comme une force unifiée. Le déclin économique de la ville contribua également à sa chute. La ville dépendait fortement de l'agriculture et du commerce pour sa subsistance, et la perte de terres agricoles et de routes commerciales réduisit sa prospérité. Thèbes fut également touchée par des événements catastrophiques, notamment des tremblements de terre et des invasions barbares qui ravagèrent la ville et affaiblirent sa capacité de résistance. Au cours des guerres macédoniennes qui se déroulèrent entre 214 et 148 avant Jésus-Christ, Rome renversa la Macédoine et étendit son contrôle sur la Grèce. En 148 avant Jésus-Christ, après la destruction de Corinthe, la Grèce fut officiellement annexée en tant que province romaine d'Achaïe. Une fois la conquête romaine terminée, Thèbes, comme le reste de la Grèce, fit partie du monde romain. Bien que Thèbes n'ait jamais retrouvé sa gloire militaire et politique d'antan, la ville continua d'exister et de jouer un rôle dans la région. La ville resta sous la domination de l'Empire byzantin après la chute de l'Empire romain d'Occident. Thèbes continua à jouer un rôle important en tant que centre régional et devint un point de convergence des cultures gréco-romaines et, plus tard, chrétiennes. Le passage au christianisme entraîna de nouveaux changements culturels et religieux. À la suite de l'acceptation et de l'adoption du christianisme comme religion officielle de l'Empire sous Théodose Ier à la fin du IVe siècle, les églises et autres structures chrétiennes se multiplièrent à Thèbes. Il s'agissait notamment de basiliques et de lieux de rencontre pour les croyants. Si Thèbes a perdu son indépendance à l'époque classique et n'a jamais retrouvé sa gloire d'antan, son héritage perdure à bien des égards. Ses réalisations militaires, culturelles et mythologiques ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la Grèce antique. Thèbes était une ville de grands dirigeants, de pionniers militaires et d'un brillant héritage culturel, une pièce maîtresse dans la tapisserie de l'histoire grecque. Située au nord-est de la péninsule du Péloponnèse, la ville antique de Corinthe était l'une des plus importantes cités-États de l'Antiquité grecque. Stratégiquement située sur l'isthme étroit qui relie le Péloponnèse à la Grèce continentale, elle était un centre commercial et maritime crucial. Les racines de Corinthe remontent à la préhistoire, avec des preuves d'occupation humaine dans la région dès la période néolithique. Mais la ville ne gagna en importance qu'à partir de l'ère mycénienne, qui dura de 1600 à 1100 avant Jésus-Christ. Lorsqu'elle devint un centre commercial et culturel de la Grèce antique. Selon la mythologie grecque, Corinthe fut fondée par le tyran Sisyphe, qui y régna pendant plusieurs années. Il épousa Mérope, fille du titan Atlas, engendra Glaucos et le héros Bellérophon. Si la région de Corinthe fut largement colonisée par les Achéens, l'une des tribus grecques qui envahirent la Grèce à l'âge du bronze, la ville prospéra grâce à sa situation stratégique sur l'isthme qui facilitait les échanges commerciaux entre le Péloponnèse et le reste de la Grèce. Corinthe émergea en tant que puissance navale et commerciale au cours de la période archaïque qui se déroula entre 800 et 500 avant Jésus-Christ. Elle établit des colonies autour de la mer Méditerranée comme Corcyre et Syracuse en Sicile. Corinthe rencontra plusieurs difficultés tout au long de son histoire. Au cours des guerres gréco-persanes, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, la ville fit alliance avec les Perses contre les cités-États grecs, ce qui suscita le ressentiment de ses concitoyens grecs. L'économie de Corinthe fut largement influencée par le commerce maritime et terrestre. Sa situation sur l'isthme entre le Péloponnèse et le reste de la Grèce en faisait un centre commercial crucial. La ville était connue pour ses céramiques de qualité supérieure, en particulier les vases corinthiens, exportés dans de nombreuses régions du monde antique. De plus, Corinthe était une puissance navale et commerciale, établissant des colonies dans différentes parties de la Méditerranée. L'Acrocorinthe, une colline fortifiée qui dominait la ville, était l'une des caractéristiques les plus remarquables de l'ancienne Corinthe. Cette citadelle offrait une protection stratégique et servait de refuge en période de conflit. Corinthe était également connue pour sa population diversifiée et son atmosphère cosmopolite. En raison de sa position stratégique, elle attirait des personnes de différentes régions, notamment des Grecs, des Romains, des Juifs, des Perses et des Celtes, ce qui contribuait à sa richesse culturelle. La ville était un centre de culte pour la déesse Aphrodite et le temple d'Aphrodite, connu sous le nom d'Aphrodisium, était l'un de ses sites les plus célèbres.
Le temple abritait un grand nombre de concubines sacrées appelées Etaïrai, qui servaient de prêtresses et participaient aux rituels religieux. Corinthe accueillait les Jeux ismiques, un festival sportif dédié à Poséidon qui comprenait des compétitions athlétiques, musicales et littéraires. Les Jeux ismiens étaient un événement important dans le calendrier sportif grec et attiraient des athlètes et des spectateurs de toute la Grèce. Corinthe était une oligarchie, le pouvoir étant détenu par une élite aristocratique. Celle-ci était composée de familles influentes qui exerçaient un contrôle politique et économique sur la ville. Néanmoins, le système politique de Corinthe connut des changements au fil du temps, y compris des périodes de tyrannie et de démocratie limitée. Parmi les exemples les plus connus, citons le règne de Cypselus, un tyran qui prit le contrôle de Corinthe aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ et instaura la dynastie des Bacchiades. Il était connu pour avoir institué des réformes politiques et économiques dans la ville, mais aussi pour avoir gouverné de manière autocratique. Le fils de Cypsel, Périandre, succéda à son père en tant que tyran de Corinthe. Ce souverain était réputé pour son impitoyabilité, mais aussi pour ses réalisations, notamment l'amélioration des infrastructures et des politiques commerciales. Corinthe, l'une des plus importantes cités-États de la Grèce antique, fut impliquée dans plusieurs guerres et conflits tout au long de son histoire. Elle fut l'un des principaux adversaires d'Athènes pendant la guerre du Péloponnèse, qui opposa la Ligue d'Élienne, dirigée par Athènes, à la Ligue du Péloponnèse, dirigée par Sparte, entre 431 et 404 avant Jésus-Christ. Corinthe était un allié important de Sparte et joua un rôle actif dans le conflit. La guerre de Corinthe opposa Sparte à une coalition menée par Athènes et Thèbes entre 395 et 386 avant Jésus-Christ, à laquelle se joignit Corinthe. La guerre fut marquée par plusieurs batailles et conflits dans différents coins de la Grèce, sans qu'aucun des deux camps ne remporte de victoire décisive. Un traité de paix fut finalement conclu en 386 avant Jésus-Christ, mettant un terme temporaire au conflit. Corinthe était l'une des cités-États grecques opposées à l'influence croissante de Philippe II de Macédoine en Grèce. Ce dernier cherchait à étendre son contrôle sur les cités-États grecques, ce qui entraîna des affrontements avec Corinthe et d'autres villes. La bataille de Chéronée, en 338 avant Jésus-Christ, permit à Philippe de remporter une victoire décisive et de consolider sa domination sur la Grèce. Corinthe était l'un des principaux membres de la Ligue achéenne, une confédération de cités-États du Péloponnèse. La Ligue achéenne entra en conflit avec la République romaine, ce qui donna lieu à la bataille de Corinthe en 146 avant Jésus-Christ, où les Romains, menés par Lucius Mummius, battirent de manière décisive les forces grecques. Cette défaite marqua la fin de l'indépendance de Corinthe et la domination des cités-États grecques par la République romaine. Au cours de l'invasion romaine et des batailles qui s'ensuivirent, la ville de Corinthe fut détruite. Elle fut cependant reconstruite par Jules César en 44 après Jésus-Christ et devint une importante colonie romaine. Bien qu'elle fût reconstruite, son autonomie et son influence politique furent considérablement réduites. Les nouvelles routes maritimes et les changements d'intérêts commerciaux diminuèrent l'importance de l'isthme de Corinthe en tant qu'axe commercial crucial. Les revenus de la ville et son rôle en tant que puissance économique en furent réduits. Les changements culturels et sociaux survenus dans la Grèce antique ont pu également jouer un rôle dans le déclin de Corinthe. Au fil du temps, de nouvelles idées philosophiques et religieuses apparurent, défiant les anciennes traditions et ayant un impact sur la cohésion sociale et culturelle de la ville. Corinthe joua également un rôle important dans l'histoire du christianisme naissant, notamment en raison de la présence de l'apôtre Paul de Tarse dans la ville et de la correspondance permanente qu'il entretenait avec la communauté chrétienne locale. Paul de Tarse rédigea 2 épîtres à la communauté chrétienne de Corinthe, connues sous le nom de première et seconde épître aux Corinthiens, incluses dans le Nouveau Testament de la Bible. Ces lettres abordent diverses questions religieuses, éthiques et pratiques auxquelles les Corinthiens étaient confrontés et offrent des conseils et des instructions sur la manière de mener une vie chrétienne authentique. Corinthe demeura une ville importante sous la domination byzantine, servant de centre administratif et militaire dans la région du Péloponnèse. C'était l'une des principales villes de la province d'Hélas, qui couvrait une grande partie de la Grèce centrale et du Péloponnèse. Même pendant la période byzantine, Corinthe était menacée d'invasions étrangères, en particulier de la part des Slaves et des Arabes. La ville fut lourdement fortifiée et dotée de garnisons pour résister à ces menaces, bien qu'elle ait été périodiquement la cible d'attaques et de pillages. L'héritage historique de la Corinthe antique a constitué une part essentielle du patrimoine culturel et intellectuel du monde grec et continua d'influencer l'art, la politique, la religion et la société dans l'ensemble du monde antique. Ces contributions ont laissé un impact durable sur l'histoire de la civilisation occidentale.
Située sur la côte est de l'île italienne de Sicile, Syracuse est l'une des villes les plus importantes de l'histoire de la Grèce antique. Fondée par des colons grecs venus de Corinthe vers 734 avant Jésus-Christ, Syracuse est devenue une puissance régionale et un centre culturel majeur pendant les périodes archaïques et classiques. La ville prospéra grâce à sa position stratégique, à son port naturel et à ses riches terres agricoles. Elle a grandi en tant que puissance militaire et économique, développant une flotte capable de combattre les autres cités-États grecques, notamment Athènes et Sparte. Au cours des premiers siècles, Syracuse se développa comme une cité-État grecque typique, avec un système politique fondé sur une oligarchie d'aristocrates propriétaires terriens. Vers la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, Syracuse était sous le régime tyrannique de Dionysius Ier, qui gouvernait d'une main de fer. Il étendit le pouvoir et l'influence de Syracuse en construisant une puissante marine et des fortifications défensives. Syracuse était un centre culturel important, où de grands dramaturges tels qu'Échille contribua au développement de la dramaturgie grecque. Le théâtre grec de Syracuse, construit au 5e siècle avant Jésus-Christ, est un exemple exceptionnel de l'architecture théâtrale grecque et accueillit de nombreuses représentations. Archimède, l'un des plus grands mathématiciens et scientifiques de l'Antiquité, naquit à Syracuse. Ses réalisations en mathématiques, physique et ingénierie sont bien connues, notamment le levier, la vis d'Archimède et la mesure du volume d'objets irréguliers. Syracuse était dotée d'un art et d'une architecture magnifiques, notamment de temples, de statues et d'édifices publics. Si nombre d'entre eux ont disparu au fil des siècles, les ruines restantes témoignent encore de la splendeur de l'ancienne Syracuse. À l'instar des autres cités-États grecques, la religion et la mythologie étaient au cœur de la vie quotidienne à Syracuse. Des temples consacrés aux dieux grecs tels que Zeus et Athéna furent construits dans la ville et des fêtes religieuses eurent lieu régulièrement. Syracuse tenta d'étendre son territoire et son influence en Sicile et en Méditerranée occidentale, ce qui entraîna souvent des conflits avec d'autres cités-États grecques comme Athènes et avec des puissances étrangères telles que Carthage et Rome. Pendant les guerres du Péloponnèse, entre 431 et 404 avant Jésus-Christ, Syracuse joua un rôle important en tant que l'une des principales cités-États en dehors de la Grèce continentale. Les guerres du Péloponnèse opposèrent les deux principales alliances de la Grèce antique, Athènes et sa ligue délienne et Sparte et sa ligue péloponnésienne. Bien qu'elle n'ait pas été directement impliquée dans le conflit au début, Syracuse devint un point focal en raison de ses relations avec Athènes et de sa rivalité avec Corinthe, allié de Sparte. Les relations entre Syracuse et Athènes changèrent radicalement lorsqu'Athènes décida d'intervenir dans une guerre civile à Ségeste, une ville alliée de Syracuse. Syracuse réagit en demandant l'aide de Sparte. Athènes envoya une flotte dirigée par Alcibiade et Nicias pour soumettre Syracuse, ce qui donna lieu à un siège long et bien connu qui dura plusieurs années. Au cours de ce siège, Syracuse bénéficia grandement de l'ingéniosité d'Archimède. Il mit au point plusieurs dispositifs de siège et de défense qui permirent de repousser les attaques athéniennes. Le siège de Syracuse fut une catastrophe pour Athènes. Sa flotte subit de lourdes pertes et doit se retirer. Ce fut l'une des défaites les plus spectaculaires d'Athènes pendant les guerres du Péloponnèse. Les guerres de Sicile, qui se déroulèrent entre 480 et 307 avant Jésus-Christ, consistèrent en plusieurs conflits entre Syracuse et Carthage pour le contrôle de la Sicile. Syracuse et Carthage avaient toutes deux des intérêts directs en Sicile, une île dotée d'abondantes ressources naturelles, en particulier des terres fertiles et des minerais. Les deux puissances cherchaient à étendre leur domination sur l'île et à contrôler ses villes et ses ports stratégiques. La bataille d'Hymère fut l'une des plus importantes, au cours de laquelle Syracuse et d'autres villes grecques siciliennes vainquirent une importante force carthaginoise, ce qui entraîna temporairement le déclin de l'influence carthaginoise dans la région. La bataille du Crimisus fut un autre affrontement important, au cours duquel Syracuse et ses alliés grecs affrontèrent les forces carthaginoises. Cette bataille ne fut pas concluante, mais elle montra la détermination de Syracuse à résister à l'expansion carthaginoise. Si Carthage conserva certaines parties de la Sicile, ses tentatives d'expansion furent limitées par la puissance de Syracuse et d'autres cités grecques siciliennes. Ces conflits marquèrent l'histoire et la géopolitique de la Sicile, influençant l'équilibre des pouvoirs et les relations entre les différentes communautés ethniques et politiques de l'île. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Rome devint une puissance militaire méditerranéenne qui cherchait à étendre sa domination sur l'Italie et au-delà. La Sicile était une cible stratégique en raison de ses ressources naturelles et de sa situation géographique. Le conflit syracusain-romain commença pendant la première guerre punique entre Rome et Carthage pour le contrôle de la Sicile. Syracuse tenta d'abord de rester neutre, mais finit par s'allier à Carthage contre Rome. Après la défaite de Carthage lors de la première guerre punique, Rome se tourna vers Syracuse. En 212 avant Jésus-Christ, Syracuse fut
assiégée et conquise par les forces romaines, dirigées par le général Marcus Claudius Marcellus, à l'issue d'un siège long et difficile. La conquête de Syracuse constitua un revers majeur pour l'indépendance et l'influence de Syracuse dans la région. Elle fut intégrée à l'Empire romain et devint une province. Néanmoins, Syracuse resta une ville importante à l'époque romaine, contribuant au développement de la culture et de l'économie de l'Empire. L'héritage architectural et historique de Syracuse continue d'attirer les touristes et les chercheurs du monde entier. Certaines parties de la ville antique sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'héritage de l'ancienne Syracuse est encore aujourd'hui une source d'inspiration et d'émerveillement, témoignant de son importance durable dans l'histoire de la civilisation occidentale. Le royaume d'Épire était un ancien état du nord-ouest de la Grèce, réputé à la fois pour sa beauté naturelle et sa culture unique. Son histoire remonte à l'Antiquité et la région joua souvent un rôle clé dans les échanges et les conflits entre les cités-états grecques. La principale ville de la région, souvent appelée la cité antique de l'Épire, était Dodone. Elle gagna en notoriété grâce à son célèbre sanctuaire oraculaire dédié à Zeus, où des prêtresses, connues sous le nom de colombes de Dodone, interprétaient les bruits du vent et des feuilles pour prédire l'avenir. Outre Dodone, d'autres villes importantes de l'Épire étaient Ambracia, Gitané et Passaron. Les origines de l'Épire remontent à l'époque hellénistique et aux anciennes tribus qui habitaient la région du nord-ouest de la Grèce. Le nom Épire pourrait trouver ses racines dans la langue grecque ancienne et signifier continent ou terre ferme, reflétant la région située sur le continent grec par opposition aux îles. Dans l'Antiquité, la région de l'Épire était occupée par plusieurs tribus, dont les Molossiens, les Thesprotiens et les Chaoniens. Chacune avait ses propres dynasties et ses propres chefs locaux. La dynastie des Molossiens, prétendument descendante du héros mythologique Achille, joua un rôle clé dans la formation du royaume d'Épire. Avec le temps, le royaume d'Épire élargit son influence sur les tribus voisines et renforça ses territoires dans le nord-ouest de la Grèce. En outre, l'Épire eut des contacts fréquents avec les cités-états grecques du sud, telles qu'Athènes et Sparte, ainsi qu'avec les régions voisines des Balkans. La région d'Épire subit l'influence des royaumes voisins, en particulier de la Macédoine, dirigée par Philippe II et son fils Alexandre le Grand. L'influence macédonienne façonna la politique et les dynasties en Épire, tandis que les membres de l'aristocratie épirote étaient souvent profondément impliqués dans les événements qui se déroulaient dans le monde hellénistique au sens large. Le royaume d'Épire devint un état indépendant à l'époque hellénistique et forma une monarchie centralisée. L'établissement de la dynastie molossienne et la consolidation du pouvoir royal contribuèrent à faire de l'Épire une entité politique différente. La société épirienne comportait une classe aristocratique qui jouait un rôle important dans le gouvernement et la prise de décision. Les membres de l'aristocratie occupaient souvent des postes importants, conseillant le monarque et contribuant activement à la gestion du royaume. Les épirotes étaient réputés pour leur talent de soldats et leur participation aux forces armées dans les conflits régionaux. La participation à des guerres telles que les guerres pyrrhiques mit en évidence le poids militaire de l'Épire. Les guerres pyrrhiques consistaient en plusieurs conflits entre le royaume d'Épire, dirigé par le roi Pyrrhus II, et la République romaine, d'abord dirigée par Publius Cornelius Scipio, puis par le célèbre général romain Scipio Africanus. Les guerres de Pyrrhus se déroulèrent entre 280 et 275 avant Jésus-Christ et furent remarquables non seulement pour leurs batailles, mais aussi pour avoir popularisé le terme de victoire à la Pyrrhus, qui désigne une victoire remportée à un coût si élevé qu'elle équivaut à une déroute. Les guerres pyrrhiques furent principalement provoquées par l'implication de Pyrrhus II dans les luttes entre les cités-états grecques du sud de l'Italie et l'expansion romaine croissante dans la région. Pyrrhus II, commandant militaire réputé et allié des cités grecques, fut appelé à aider ces dernières à repousser l'invasion romaine. Cependant, chaque victoire de Pyrrhus II fut très coûteuse en termes de ressources et de soldats. Malgré ses premiers triomphes, Pyrrhus eut du mal à consolider son emprise sur les territoires conquis et à obtenir un soutien local contre les Romains. Pendant ce temps, la République romaine réussit à se remettre de ses défaites et à reconstituer ses rangs. Après plusieurs campagnes, les guerres pyrrhiques se terminèrent en 275 avant Jésus-Christ par une victoire romaine décisive à la bataille de Bénévent. Bien que Pyrrhus II continua à se battre pendant une courte période après cette défaite, il finit par abandonner ses efforts en Italie et retourna en Épire. La guerre entre l'Épire et Antigone de Gonatas survint dans le contexte des luttes pour le contrôle de la Macédoine et de la Grèce après la mort d'Alexandre le Grand et la période des Diadoques, ou successeurs d'Alexandre qui s'ensuivit.
Antigone de Gonatas faisait partie des descendants des Diadoques et revendiquait le trône de Macédoine, tandis que l'Épire cherchait à étendre son emprise sur la région. La guerre contre Antigone de Gonatas fut menée par Pyrrhus II, roi d'Épire, entre 274 et 272 avant Jésus-Christ. Ses ambitions étaient de s'emparer de territoires en Macédoine et d'étendre son royaume. Cependant, Antigone de Gonatas était convaincu de maintenir son contrôle sur la Macédoine et résista aux avancées de l'Épire. La guerre donna lieu à une série de batailles et d'escarmouches entre les forces de l'Épire et celles d'Antigone de Gonatas. Bien que Pyrrhus II remporta quelques premiers succès, comme la prise de la ville d'Athènes, il se heurta à une résistance importante et ne parvint pas à vaincre complètement Antigone de Gonatas. La guerre se termina en 272 avant Jésus-Christ par la mort de Pyrrhus II lors du siège d'une ville macédonienne. Sa disparition mit fin aux ambitions expansionnistes de l'Épire dans la région et permit à Antigone de Gonatas de consolider son contrôle sur la Macédoine. L'alliance entre l'Épire et la République romaine contre Philippe V de Macédoine se déroula dans le cadre des guerres de Macédoine, une série de conflits entre Rome et la Macédoine pour le contrôle de la Grèce et des Balkans. Philippe V, roi de Macédoine, tenta d'étendre sa domination sur les villes grecques et les territoires voisins, ce qui alarma Rome et l'incita à se déployer dans la région. L'alliance de l'Épire avec Rome fut largement motivée par des intérêts communs. L'Épire et Rome considéraient l'expansion macédonienne comme un défi à leur sécurité et à leur influence dans la région. La rivalité entre l'Épire et la Macédoine était également ancienne, et il était donc naturel que l'Épire se joigne à Rome contre Philippe V. L'alliance qui en résulta déboucha sur la deuxième guerre de Macédoine, au cours de laquelle l'Épire et les forces romaines affrontèrent Philippe V et ses troupes. Les efforts conjoints de l'Épire et de Rome portèrent des coups significatifs à Philippe V. La guerre se termina par le traité de Tampes en 1997 avant Jésus-Christ, imposant de lourdes conditions à la Macédoine et affaiblissant considérablement le pouvoir de Philippe V dans la région. Les guerres d'Illyrie consistèrent en un certain nombre de conflits entre Rome et les tribus illyriennes vivant dans la région des Balkans occidentaux, connue sous le nom d'Illyrie. Ces batailles se déroulèrent principalement au cours du 3e et du 2e siècle avant Jésus-Christ et impliquèrent plusieurs campagnes militaires romaines visant à submerger et à contrôler les tribus illyriennes. La situation politique variait, l'Épire collaborant parfois avec Rome contre les tribus illyriennes. L'alliance entre l'Épire et la République romaine contre Persée de Macédoine eut lieu au cours de la 3e guerre de Macédoine qui se déroula entre 171 et 168 avant Jésus-Christ. Persée était le roi de Macédoine et était en conflit avec Rome en raison de leur rivalité pour le contrôle de la Grèce et des Balkans. Au cours de cette guerre, l'Épire, dirigé par le roi Pyrrhus V, se rangea du côté de Rome contre Persée. La décision de l'Épire de s'allier à Rome fut motivée par plusieurs facteurs, notamment les rivalités historiques avec la Macédoine, l'intérêt mutuel à contenir l'expansion macédonienne et l'espoir de gains territoriaux ou d'une influence politique. L'alliance de l'Épire avec Rome joua un rôle essentiel dans la fin de la 3e guerre de Macédoine. Les forces combinées de l'Épire et de Rome affrontèrent Persée dans plusieurs batailles, dont la bataille décisive de Pydna en 168 avant Jésus-Christ, où les troupes romaines commandées par Lucius Aemilius Paulus vainquirent les forces macédoniennes de Persée. Le triomphe romain et épirote à la bataille de Pydna marqua la fin du règne de Persée et la dissolution du royaume macédonien en tant que puissance indépendante. Il fut divisé en plusieurs républiques et cités-États sous la tutelle des Romains. En ce qui concerne l'Épire, l'alliance avec Rome contre Persée non seulement consolida sa position en tant qu'allié de Rome, mais lui permit également d'obtenir des gains territoriaux et d'exercer une influence dans la région. Les ingérences romaines ultérieures dans les affaires grecques et la perte progressive d'autonomie conduisirent finalement au déclin du royaume d'Épire. Bien qu'il eût agi en tant qu'allié de Rome pendant de nombreuses années, l'Épire fut incorporé en tant que province romaine en 167 avant Jésus-Christ. Le royaume d'Épire joua un rôle important dans l'histoire de la Grèce antique et dans le développement du monde méditerranéen. Bien qu'il s'agisse d'un État relativement petit, souvent éclipsé par des puissances plus importantes telles que la Macédoine et Rome, l'Épire contribua à l'épanouissement de la culture grecque et son influence militaire et politique continue d'inspirer des études et de susciter de l'intérêt jusqu'à aujourd'hui.